cette troisième session de la matinée des œnologues 2020 qui n'a pas pu avoir lieu. Alors, je vous dois les excuses de notre présidente Diana Younes-Lavenu qui ne peut pas être là ce soir. Donc, elle m'a dit de faire la petite présentation habituelle. Donc, je vous rappelle que cette troisième session va clore donc cette série. L'ordre n'est pas celui qui était prévu au départ parce qu'il a été établi en fonction de la disponibilité des uns et des autres. D'ailleurs, il y en a peut-être qui ne seront pas disponibles ce soir, malheureusement, on verra. Donc ça, c'est déjà le premier point que je voulais vous signaler. En haut de votre écran, vous avez une petite flèche qui vous permet d'afficher un panneau où il y a une possibilité de poser des questions, de chat, de regarder ce qu'il y a au niveau des chats, hein, et de voir même la liste des participants éventuellement. Hein. Donc c'est important de le suivre parce qu'il y aura des choses qui vont vous être indiquées, notamment par Jimmy, qui est aussi membre de la commission technique. Je suis le responsable, hein, et qui vous donnera certaines indications. Et si vous avez des questions à poser, je pense notamment au premier exposé qui va bientôt commencer, parce que c'est le cœur du sujet au départ, hein, c'est-à-dire la RSE. Donc, il est important que vous puissiez poser vos questions pour qu'on puisse y répondre. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais laisser la parole maintenant à Linda Filon, qui va nous parler de la norme ISO 26000 au niveau de la filière vin, puisqu'elle a été une des pionnières, si je peux dire, à adapter cette norme ISO 26000 pour cette filière. Voilà, Linda Filon, c'est à vous. Bonsoir à tous, merci en tout cas pour votre invitation à ce webinaire. Donc, je suis Linda Filon, je suis responsable RSE et promotion en France pour l'interprofession des 20 pays DOC IGP. Donc, je vais brièvement vous parler de pays DOC indication géographique protégée. On ira au cœur du sujet avec le guide évidemment et je vous dresserai un bref panorama de ce que fait l'interprofession en matière de RSE. Donc du coup, Pays DOC, indication géographique protégée, est une dénomination territoriale donc sur les 4 départements côtiers de l'Occitanie. Elle représente 2500 entreprises qui produisent 6 millions d'hectolitres sur 100 000 hectares, donc avec un cahier des charges qui contient 58 C. En termes de poids économique et humain, les 1500 entreprises se divisent en 164 coopératives qui représentent 12 000 exploitants viticoles environ, 1000 caves particulières et 332 metteurs en marché qui sont pour les 3/4 en Languedoc-Roussillon et un quart un peu disséminés partout en France. Elles commercialisent l'équivalent de 760 millions de bouteilles, ce qui fait de l'IGP Pays DOC une représentation de 56% des vins IGP français, donc pour un chiffre d'affaires estimé à 3,6 milliards d'euros. Donc l'essentiel les ventes s'opèrent pour moitié, donc un peu plus sur le territoire français et le reste à l'export. Donc voilà, l'ISO 26000, le sujet. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet du guide pour la filière vin, je me suis dit qu'il serait intéressant de rappeler les définitions au moins. Donc celle de l'ISO, qui énonce que la responsabilité sociétale, c'est la responsabilité d'une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et de ses activités sur la société, sur l'environnement, se traduisant par un comportement transparent et éthique. Donc on commence à entrer dans les principes de la RSE et la communauté européenne complète avec la notion de volontaire, puisque c'est une démarche volontaire, parle de préoccupation, ce qui induit en fait la relation avec les parties prenantes, précisant enfin que la responsabilité sociétale, c'est la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable. Donc sur la droite, vous avez les 7 questions centrales de la RSE, donc qui ont été précédemment présentées, et les 7 principes de RSE qui sont énoncés en dessous, dont on a vu certains points dans les définitions. Donc, avant de prendre la décision de décliner l'ISO 26000 à la filière vin, on a conduit 2 phases préalables entre 2009 et 2012. Donc, la première, en fait, c'est 2 formes de dialogue, hein, évidemment.
avec nos parties prenantes, les consommateurs. Donc, on a conduit une étude auprès des consommateurs pour évaluer l'importance et la valorisation du message durable dans l'acte d'achat des consommateurs. Donc, ce sont des consommateurs qui se situaient sur 5 marchés. On a également conduit des entretiens pour identifier les stratégies RSE des grandes enseignes mondiales et comprendre quelle pourrait être l'implication pour les stratégies des entreprises Pays-Doc. Et en fait, on a fait un benchmark de ce que faisaient les grands vignobles mondiaux. Dans un deuxième temps, on a ouvert un dialogue avec nos adhérents pour évaluer la vision et la perception des entreprises, identifier les actions qu'elles avaient déjà engagées et déterminer surtout les attentes et les perspectives qu'elles avaient. Donc de cette interrogation, de ce dialogue avec nos adhérents, a émergé le besoin de connaissances approfondies du développement durable, d'avoir plus de connaissances, des axes de bonnes pratiques et aussi et surtout un cadre de référence commun, partagé et internationalement reconnu. Du fait que effectivement les entreprises sont disséminées sur le territoire français, en tout cas en partie pour un quart, et qu'elles exportent. Donc l'interprofession a fait appel à l'AFNOR pour faire 3 guides. Donc 2 guides qui sont des guides privés, on va dire, donc qui ont été élaborés avec AFNOR Développement, qui sont le guide des achats responsables parce qu'on est tous acheteurs et achetés. Un guide des bonnes pratiques qui repose sur le guide de lecture AFAC 26000 d'AFNOR, donc qui comprenait des bonnes pratiques. Et ce document, qui est un document normatif, donc c'est un document qui a été élaboré collectivement sous la direction d'AFNOR, qui est d'application volontaire, qui donc a été rédigé par des acteurs qui partageaient les objectifs du projet et qui est le résultat d'un consensus. Donc 60 structures ont été mobilisées suite à l'appel à participation. Les travaux ont duré 18 mois et ont été jalonnés de 6 réunions de travail et conclus par 2 consultations, donc une auprès des acteurs de la filière et une deuxième auprès de la distribution. Donc on n'est pas parti de rien pour rédiger cet accord. Donc il y avait des outils qui étaient déjà disponibles, évidemment la norme ISO 26000 dite, on va dire générique. L'accord ACX 30032 qui est un guide de lecture, un guide d'utilisation pardon, pour le secteur agroalimentaire, qui nous a paru devoir être précisé pour la filière vin parce que l'amont n'était pas dans le périmètre de cet accord. Tous les documents évidemment publiés par la commission AFNOR Développement durable et responsabilité sociétale et les 2 guides que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc on avait aussi, et heureusement, des acteurs volontaires motivés et très impliqués, donc avec un groupe responsable de la rédaction et un groupe d'acteurs intéressés pour valider le contenu. Donc l'accord ACX 30032, puisque c'est son petit nom de code, on l'a voulu avec et sur le terrain, donc avec le terrain des participants complémentaires, tant en termes de profil, d'expérience que de compétences techniques, sur le terrain, donc des réunions dans les bureaux d'AFNOR évidemment, mais pas uniquement, donc on a aussi délocalisé entre guillemets des réunions dans les entreprises qui ont eu la gentillesse de nous recevoir. La répartition de la rédaction du guide s'est opérée en fonction des spécificités des acteurs qui étaient autour de la table. Et puis, il y a eu effectivement toute une série de relectures du projet. On est arrivé à 11 versions pour voir le guide enfin publié. Donc, avec évidemment un point central, avec un animateur expert de la RSE dans la filière vin, le secrétariat AFNOR et la coordination du projet par internet. Donc, en termes de contenu, on retrouve les chapitres que certains d'entre vous doivent connaître d'autres documents normatifs. Donc, domaine d'application de la norme, référence normative, définition et abréviation, l'approche et les enjeux globaux de la démarche, les 7 questions centrales que vous avez dû voir aborder lors de précédents webinaires, et des annexes qu'on a voulu être de véritables outils de mise en œuvre pour aider les entreprises à piloter leur démarche RSE.
Donc, je vous ai mis ici un exemple sur la question centrale gouvernance. Donc, ce chapitre de l'accord décrit ce qu'on entend par gouvernance, évidemment, les enjeux pour la filière, et puis décline les domaines d'action. Donc c'est des grandes lignes d'action. Donc, les 6 que vous voyez là, que je ne vais pas décliner pour respecter mon timing, ce sont celles qui sont à la fois dans la norme ISO 26000 générique et qui ont été complétées par un accord sur la gouvernance. À ces 6 domaines d'action, on a rajouté pour la filière vin les deux domaines d'action qui figurent en dessous, donc qui sont la surveillance et l'amélioration continue des performances et la communication responsable. Donc, petit zoom sur les annexes que j'évoquais tout à l'heure. Donc, on les a voulu vraiment pratiques. Donc, on a une annexe qui porte sur les parties prenantes avec un exemple réel de parties prenantes pour une exploitation vitivinicole, de manière à ce que les entreprises identifient clairement de quoi il s'agit. Une méthodologie pour les qualifier, les hiérarchiser. Idem pour les domaines d'action, donc pour les comprendre, les lister et les hiérarchiser en fonction des enjeux RSE de l'entreprise concernée. Une liste d'indicateurs de reporting pour suivre et piloter sa démarche. Et des exemples de bonnes pratiques qui ont été classés par question centrale, par domaine d'action, donc avec des bonnes pratiques et qui est assorti également d'indicateurs, donc ce qui permet véritablement d'avoir un exemple concret de ce qui peut être fait dans une entreprise en démarche. Donc du coup, pour conclure sur une diapo cet accord, donc c'est un accord qui a été fait par et pour la filière vin, donc c'est un cadre de responsabilité sociétale reconnu et spécifique à la filière vin, donc reconnu internationalement, hein, puisqu'on parle de l'ISO, avec une vision professionnelle et pratique et une lecture facilitée, puisqu'on a effectivement les domaines d'action qui ont été priorisés pour la filière vin, auxquels on en a ajouté de nouveaux, et avec des lignes très précises sur ce qu'il convient de faire dans sa démarche RSE en fonction de ses enjeux. Mais comme je l'ai dit précédemment, pratique et adapté, avec un chapitre pour comprendre la démarche, les domaines d'action spécifiques et les annexes. Donc, je profite de la parole qui m'est donnée ici pour remercier tous les intervenants au projet qui ont été très actifs et très disponibles pour arriver à un document de qualité. Donc voilà, brièvement concernant PayDoc, je ne sais pas le gestionnaire du temps. Donc du coup, on a décliné, on va dire, en 4 grands domaines notre programme RSE, donc qui s'appelle Vignoble en progrès ou Vineyarding Progress pour les anglophones. Donc du coup, d'un point de vue gouvernance, on est sur du dialogue avec nos métiers et les interpros d'Occitanie, donc qui a conduit à la co-construction du plan de filière pour l'Occitanie, qui est adapté du plan de filière national, qui est un projet collectif sur 10 ans décliné en 4 stratégies. L'élaboration des guides que j'ai évoqués, donc effectivement, le guide d'utilisation ISO 26000 pour la filière vin, qui constitue une des pierres angulaires. Et puis, évidemment, comme toute démarche qui se respecte, de l'information, du dialogue et des communications. Nous sommes membres du comité de pilotage RSE Agro Occitanie, qui est piloté par Côte de France et l'AREA Occitanie. Nous organisons régulièrement des réunions, des masterclass et des ateliers, notamment sur notre chaîne YouTube. Et nous avons conduit nos diagnostics et nos dialogues avec nos adhérents de manière régulière. Côté environnement, sur la protection du vignoble, donc l'Interpro a beaucoup travaillé sur les cépages résistants et on a intégré 5 au cahier des charges. On a sensibilisé fortement à partir de 2017 sur la haute valeur environnementale et on continue au travers des 4 thématiques de cette certification qui progresse énormément. Et on conduit un programme de recherche et développement, donc avec Muse, pour le changement climatique, l'atténuation et l'adaptation notamment.
Ensuite, on a un gros volet gestion des déchets, donc qu'on travaille avec ADEF, qui interviendra tout à l'heure. Donc, on a conduit des diagnostics collectifs pour pouvoir sensibiliser l'ensemble des entreprises volontaires sur la réduction de l'impact des emballages et l'éco-conception. On a participé au groupe de travail BIB on conduit, donc on impulse en ce moment un projet pour optimiser la gestion des déchets tant en termes de coûts que de débouchés. Donc pour entrer un petit peu dans une économie circulaire et faire du déchet des uns les ressources des autres. On a également impulsé l'année dernière la maîtrise énergétique avec, de la même manière, c'est un petit peu notre façon de fonctionner, un diagnostic collectif dont les recommandations sont partagées à toutes les entreprises volontaires. Donc voilà pour le côté environnemental. D'un point de vue sociétal, donc on travaille beaucoup sur la compétence, on impulse un projet pour intégrer des compétences et des expertises externes dans les entreprises. Donc pour ce faire, donc on est en train de réaliser un état des lieux sur les attentes pour pouvoir proposer quelque chose de conforme aux attentes qui seront émises. Donc on a fait des formations sur la haute valeur environnementale et la responsabilité sociétale et on est partenaire du GIE employeur avec Côte de France. Côté achat, donc je l'ai déjà abordé un petit peu au niveau des consommateurs avec l'enquête qu'on avait conduite sur les 5 marchés. La défense Oui, j'ai presque fini. La défense des consommateurs au travers notamment du SICO, bien sûr, et surtout un contrôle à 100% des vins sur la certification et aussi des positions sur les détournements de notoriété. On informe bien évidemment sur les labels environnementaux. Enfin, côté distribution, donc on a fait une étude auprès des distributeurs vins pour évaluer leur appétence sur les labels environnementaux. On met en avant une offre verte et puis on travaille également avec nos partenaires distributeurs pour une consommation responsable et l'anti-gaspi. Donc du coup, en termes d'économie, combien il me reste ? Il reste 1 ou 2 minutes, pas beaucoup plus. Hein. D'accord. Ok. Donc du coup, on a un programme d'action et qui est quand même le cœur de métier de l'interprofession sur la promotion et la communication. On développe l'onotourisme, notamment au niveau des tours opérateurs qui arrivent sur les ports du Languedoc-Roussillon. Et le programme recherche et développement que j'évoquais tout à l'heure pour le changement climatique est également conduit sur les questions de compétitivité des entreprises. Sur l'offre vin, donc on a en gestion l'IGP Terre du Midi, on flèche et on suit les contrats sous label vert. Et on met en relation l'offre et la demande de ces labels. Côté approvisionnement, nécessité de sécuriser, donc avec la mise en place d'un contrat d'achat pluriannuel qui est voulu, donc vous me faites accélérer. Donc là, on a l'implication des entreprises sur tous les projets que j'ai pu évoquer tout à l'heure. Et si vous voulez, on peut finir avec un résumé des certifications dans le vignoble. Vous m'avez passé là. Voilà, donc j'ai compilé ici 6 des principales, on va dire, démarches environnementales et sociétales qu'on trouve dans le vignoble et on voit que nos entreprises sont impliquées puisqu'on a plus de 4300 certifications qui ont été délivrées dans le milieu, qui étaient délivrées en 2020 dans le vignoble du Languedoc-Roussillon. Voilà, je vous remercie. Linda Filon, avant de passer aux questions, je voudrais dire deux choses. L'une, demander à M. Souchard, qui nous a rejoint, d'appeler Anne Chevaux, donc il doit avoir le numéro de téléphone, pour vérifier le contenu de son exposé sous forme de diapo. Et donc, je voulais signaler donc, au niveau du chat qu'il y avait déjà des questions, et j'ai mis notamment une petite référence pour faire suite à cet exposé. C'est un numéro, un dossier spécial du dernier numéro de la revue française d'œnologie. Donc, vous pouvez le consulter pour compléter cet exposé. Donc, je pense qu'avec cet exposé très branché sur la filière vitivinicole, suite
à l'exposé d'Anne-Eugénie Gaspard de l'AFNOR la fois précédente et à l'exposé de Denis Barrault sur son expérience à la cave de Rozan, vous avez déjà maintenant disons un certain nombre d'informations sur cette démarche. Jimmy, je te cède la parole. Donc oui, bonsoir à tous. Donc surtout, là c'est un petit appel aux intervenants, enfin non pas aux intervenants, aux participants. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et de vos questions donc, sur le chat pour rendre l'événement le plus interactif possible. Pour information, on a déjà déposé un petit sondage là, donc si vous cliquez sur l'onglet sondage, vous pouvez y répondre. Alors si vous avez le temps ou la possibilité, allez-y, je vous invite à répondre. Et en ce qui concerne les questions, nous avons une première question donc de Laurence. Qui nous demande qui évalue les entreprises au niveau de cette norme ISO 26000. Bonsoir Laurence. Au niveau de la certification, c'est le même fonctionnement que pour toutes les autres normes en fait. Donc on a Bureau Veritas, AFNOR, voilà, tous les organismes, tous les grands organismes de certification labellisent selon leur propre guide de lecture. Donc, j'évoquais tout à l'heure la FAT 26000 qui est le guide de lecture de l'AFNOR, le guide d'évaluation, pardon, de l'AFNOR. Chaque organisme va avoir le sien et avoir son approche de la lecture de l'ISO 26000 dans la filière. Moi, j'ai peut-être une question supplémentaire, c'est est-ce que la norme ISO 26000 peut être, comment dire, un moyen d'accéder à certains marchés ou vraiment une demande qui peut être valorisée auprès des consommateurs? Est-ce que vous avez déjà des retours là-dessus? Alors, auprès des consommateurs, je l'ai dit, alors c'est une étude, celle que j'évoquais tout à l'heure sur les 18 000 consommateurs avec un gros focus sur les États-Unis. C'est une étude qui est déjà assez ancienne, puisqu'elle a été conduite entre 2009 et 2012. À ma connaissance, il n'y a pas eu d'autres études de cette nature, en tout cas voilà. Mais déjà à l'époque, on avait sur un marché des segments de consommateurs qui positionnait le critère, donc l'allégation durable, en numéro 1 ou numéro 2 de ces critères de choix, sur un nombre de critères qui s'élevait à 11, donc avec plusieurs itérations de manière à confirmer ce choix. Et non seulement il effectivement intégrait cette notion comme prioritaire dans leur achat, mais en plus il a valorisé par rapport au prix moyen. Et concernant les distributeurs, donc, l'étude là aussi qu'on a faite, elle pointait principalement le bio, qui est une certification ancienne, donc qui a fait son chemin en tout cas auprès des consommateurs et des distributeurs. On a Vigneron engagé qui s'appose sur les bouteilles et qui à mon sens, est une promesse aux consommateurs de plus en plus d'ailleurs qui est favorable à l'achat. En tout cas, c'est de plus en plus attendu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on attend des entreprises voilà, qu'elles intègrent de plus en plus de critères. Alors au départ, ils étaient environnementaux et on voit s'élargir le périmètre clairement vers du sociétal. Merci pour ces éléments de réponse. Alors, pour le moment, on n'a pas d'autres questions. Juste donc, on avait posé comme question, la norme ISO 26000 peut-elle être un atout pour votre activité? Alors, pour le moment, on a 56% de sans opinion et 44% de oui et 0% de non. Voilà, c'est sur la… Indéniablement, en tout cas, un atout pour l'entreprise en termes de performance, puisque toutes les études qui ont été conduites sont collégiales, avec une démarche en responsabilité sociétale. Alors l'ISO étant évidemment la plus aboutie, on a une performance d'entreprise qui croît de 13%, je pense que ça a déjà été dit. On a une autre question qui vient d'arriver, c'est peut-on considérer ce référentiel utilisable dans d'autres régions viticoles? Ah, mais c'est un référentiel national. Effectivement, l'accord est un référentiel, voire
Aujourd'hui, AFNOR, dans sa boutique, parce que c'est un document AFNOR, hein, on n'en a pas le droit de propriété, c'est un document qui s'achète auprès des AFNOR et qui constitue un document de référence. Voilà, bon, écoutez, maintenant, je pense que on a répondu à un certain nombre de questions. Vous pouvez toujours continuer à poser des questions sur le chat. On va remercier Linda Filon pour cet exposé bien complet. Merci Et à vous. à l'exposé suivant, qui est donc l'exposé de Monsieur Arnaud Massot, qui est de Biolafort. Bonsoir. Nous avons eu un exposé dans la première session, si mes souvenirs sont bons, de Mathieu Duvernay sur les résidus de pesticides, avec la notion de minimi qui en découlait. Maintenant, on va aborder d'une manière très pratique la façon d'éliminer ou de parer ces résidus de produits phyto dans les vins. Voilà, Monsieur Massot, vous avez la parole. Merci beaucoup pour cette introduction. Bonsoir à tous. Et avant de commencer, je voulais remercier l'association pour son invitation et pour m'avoir donné l'opportunité de faire cette présentation à ce webinaire. Et je suis très content que ce webinaire ait pu avoir lieu et remplacer la matinée de l'an dernier. Voilà, alors comme nous l'avons dit dans cette présentation, moi je vais vous parler d'auxiliaires technologiques et de leur aptitude, je dirais, à éliminer les résidus de produits phytosanitaires dans les vins. Et je dirais également que employer des résidus, enfin des auxiliaires technologiques pour décontaminer les vins de leurs résidus phytosanitaires, je pense que c'est quelque chose qui vient en fin de process. Je pense que la limitation des contaminations du vin par les pesticides, vous en êtes convaincu, c'est un enjeu qui va nécessiter une réflexion et des interventions à multiniveaux. À la vigne, on peut adopter plein de bonnes pratiques, sélectionner des cépages résistants, changer de système de production pour passer sur de la production intégrée ou de la production bio, sélectionner des matières actives moins traçantes. Ensuite, il y a aussi beaucoup de bonnes pratiques au cours de la vinification où on sait que certaines pratiques vont plutôt contribuer à l'accumulation de résidus phytosanitaires au moment des concentrations, enfin des étapes où il peut y avoir de la concentration ou de la macération des soutirages, enfin pas des soutirages mais des saignées par exemple. Et à l'inverse, il y a aussi d'autres moments dans la vinification où les résidus vont être éliminés par le process, notamment au cours des clarifications ou au cours de la fermentation. Heu, on peut observer ce genre de choses. Et puis enfin, en fin de process, je dirais un petit peu comme un bonus, on peut avoir envie d'aller plus loin pour gommer un incident ou d'autres choses et faire appel à des auxiliaires technologiques de décontamination. Et c'est tout l'objet de la présentation de ce soir, c'est de se demander s'il existe vraiment des matières premières ou des auxiliaires technologiques réellement pertinents pour atteindre cet objectif. Alors c'est une question sur laquelle Biolafort s'est penché il y a en 2017 et cet histogramme, il vous présente, on avait sélectionné un vin rouge contaminé par 5 résidus de pesticides que vous voyez en au-dessus de l'histogramme. Il vous présente les concentrations en matière active dans le vin témoin. Je ne sais pas si on voit ma souris quand je la bouge. Et puis le vin traité avec différents auxiliaires technologiques, que ce soit des colles animales ou végétales, des agents de clarification synthétique comme la PVPP ou la PVI-PVP, du chitosan, donc un dérivé de chitine, de la bentonite, différents dérivés de la levure. Et ce que vous voyez sur cet histogramme, c'est que au final, malgré ce large panorama du portfolio œnologique, il y a très peu de matières premières qui sont pertinentes pour éliminer les résidus de pesticides qui étaient présents dans ce vin. Alors, on va pas faire un panorama totalement négatif non plus. Il y a quand même une matière active, enfin, ou un auxiliaire qui s'avérerait plus pertinent que les autres, sont les charbons actifs.
Et pour vous illustrer ceci, alors je vais déjà vous présenter le petit tableau qui est en haut à gauche de la slide, qui vient d'un travail de Johannes Rösti, un chercheur suisse qui avait testé différentes concentrations de charbon actif allant de 5 grammes par hectolitre à 30 grammes par hectolitre pour éliminer différents pesticides qui étaient présents dans des vins à des niveaux de concentration variables, qui étaient le mancozeb, le méthonyle ou l'iprodione. Et vous pouvez le voir dans le tableau, dans bien des situations, ou bien pour différentes concentration, on a des bonnes éliminations des résidus. On peut même avoir des éliminations qui sont de l'ordre de l'élimination totale, par exemple dans le cas du mancozeb. Alors cette forte efficacité des charbons vis-à-vis des résidus de pesticides, c'est quelque chose aussi que l'on retrouve dans la bibliographie, et je vous ai mis sur la droite de la diapo deux exemples d'études, la première sur un vin blanc, la deuxième sur un vin rouge, qui classe parmi tous les auxiliaires technologiques qui ont été testés, les charbons actifs comme le matière première, je dirais, la plus efficace pour atteindre cet objectif de décontamination. Et puis enfin, sur le bas de la slide, c'est des choses que nous avons pu aussi expérimenter chez Biolafort, et les deux histogrammes qui sont présentés vous présentent l'impact d'un charbon actif 1 et 2 de deux références appliquées avec des doses croissantes allant de 25 à 75 grammes hecto. Le premier histogramme est pour l'élimination de résidus de folpel et de boscalide qui étaient présents dans un vin, et puis le second était un vin uniquement contaminé par du folpel et son métabolite, le phtalimide. Et vous voyez qu'on peut réduire les concentrations de ces matières actives de pesticides dans ces vins par l'emploi de ces deux charbons. Alors des charbons, effectivement, c'est un produit extrêmement efficace pour réduire les pesticides, mais qui a aussi ses travers. Alors déjà un travers pratique, je dirais, parce que leur utilisation est réglementée. On peut pas les appliquer n'importe quand. On a une fenêtre d'application plutôt réduite, plutôt sur mou. Et certes, ils sont très efficaces sur les pesticides, mais c'est aussi des matières premières qui sont non spécifiques et qui ont souvent vont créer des dommages collatéraux, je dirais, sur les vins. Et pour vous illustrer ceci, je vous ai mis des exemples issus d'essais réalisés sur des vins blancs. L'histogramme sur la gauche de la diapo vous présente l'impact d'un traitement au charbon réalisé à 3 concentrations différentes, à nouveau 25, 50 et 75 grammes hecto, sur l'intensité colorante de ce vin blanc. Et vous voyez qu'on a une forte diminution qui est proportionnelle, je dirais, à l'augmentation de la concentration en charbon actif dans le vin. Et de l'autre côté, c'est plutôt un impact sur les arômes de ce vin blanc. C'est l'indice aromatique des thiols qui est représenté. Et vous voyez donc que cet indice aromatique, plus la concentration en charbon actif augmente pour réaliser le traitement, et plus l'impact est important sur l'indice aromatique. Alors au final, on est un petit peu, quand on a fini ce panorama du portfolio des matières actives ou des matières premières œnologiques disponibles, on est un petit peu dans une sorte de cul-de-sac avec quelque chose d'efficace, mais un petit peu dommageable pour le vin. Et depuis 2017, il y a une petite nouveauté qui est offerte au portfolio des vinificateurs et des praticiens. C'est une fibre végétale micronisée qui est peut-être la meilleure alternative actuellement pour répondre à cette problématique de l'élimination des résidus phytosanitaires. Et je vais vous en parler un petit peu plus à partir de maintenant dans cette présentation. Alors, ces fibres végétales, elles sont issues de plantes qui sont cultivées en agriculture biologique. Elles sont sans gluten, et le process de fabrication qui est utilisé pour les produire fait qu'il ne reste que des constituants biochimiques de la paroi du végétal, de la cellulose, de l'hémicellulose, de la lignine, des protéines. Ce process de fabrication, il est complètement respectueux de l'environnement. En fait, c'est une succession de traitements mécaniques dans de l'eau qui est fini par une étape de micronisation, qui est un broyage très, très fin de cette matière première. Alors ce process, au final, il donne à ces fibres des propriétés d'absorption, un peu comme pour des charbons actifs, et donc des propriétés d'absorption qu'elles vont absorber les résidus de pesticides, et également des propriétés d'absorption pour l'ochratoxine A.
Alors, je trouve que c'est un produit, en tout cas dans notre optique chez Biolafort, qui s'inscrit pleinement dans une volonté de développer des solutions œnologiques de précision issues de la nature et qui s'intègrent bien à toute cette démarche engagée par la filière sur ces problématiques environnementales. Je vais passer brièvement sur cette diapo, mais je voulais vous dire que le développement de ces fibres végétales micronisées, c'est l'accomplissement d'une dizaine d'années de travail de R&D qui a commencé avec Voilà. Alors, je revois ma tête, comme tout à l'heure. Attendez, je coupe le micro. Et je vous entends. Bonsoir. Donc, qui ont débuté avec 2 projets européens en 2009 et 2012 avec différents partenaires, des universitaires, la grosse COP de Changin, dont j'ai vu qu'il y avait un membre parmi les participants de la soirée, l'IFV également. Et ces 2 projets européens, ils ont abouti sur une proposition à l'OIV de ces fibres végétales micronisées qui ont été autorisés en 2017 et puis le processus de validation et d'autorisation s'est poursuivi jusqu'à 2019 et l'inscription de ces fibres végétales dans le nouveau règlement européen il y a 2 ans. Alors pour rentrer un petit peu plus dans la pratique, ces fibres végétales, vous les voyez sur cette autre diapo, c'est cette fine poudre brune, insoluble dans l'eau, dans le vin, avec une taille de particules comprise entre 5 micromètres et 150 micromètres, et une majorité de particules de taille inférieure à 50 micromètres. Elles ont une très, très bonne aptitude à la décantation et vous pouvez le voir sur cette illustration qui présente la décantation de ces fibres dans un vin blanc. Alors, le premier cône est au moment du contact et puis ensuite, vous avez l'évolution de la décantation après 1 heure, 3 heures et 24 heures de décantation. Sont également un matériau qui peut être employé comme un adjuvant de filtration, qui ont une densité humide minimale de 800 grammes par litre, une perméabilité inférieure à 1 darcy et qui sont non colmatantes lorsqu'elles sont utilisées en filtration tangentielle. Pour aller toujours un petit peu plus loin dans la pratique, ce tableau, il vous présente l'aptitude technique de ces fibres et les matières actives ou la synthèse des matières actives sur lesquelles nous avons vu une efficacité de ces fibres. Beaucoup de fongicides peuvent être absorbés par ces fibres avec une très très bonne capacité d'élimination qui est comprise entre 50 et 100%. Et ce qui est assez intéressant, c'est que parmi tous les pesticides identifiés, il y en a certains qu'on qualifie de traçants, des pesticides que l'on retrouve en fait du raisin jusqu'au vin au moment de sa mise en bouteille. Donc parmi ces pesticides, on a par exemple le boscalide ou le pyriméthanil par exemple. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail et vous présenter un premier exemple qui va vous illustrer un petit peu l'aptitude de ce produit. Un exemple qui est issu d'une collaboration avec l'université de Pampelune sur un traitement d'un vin blanc de Galice. Et ce que je trouve intéressant quand je présente ces résultats, c'est qu'ils sont une très très bonne synthèse de la définition que fait l'OIV de ce produit, en fait un absorbant sélectif qui peut être utilisé durant la filtration des vins avec 2 notions importantes, c'est réduire le nombre et ou les concentrations de produits phytosanitaires détectés dans les vins. Et c'est ce qu'on voit tout à fait ici. Le vin initial, le vin témoin sur la gauche, il était contaminé par 7 résidus de produits phytosanitaires. Et après traitement avec ces fibres, à une dose de 200 grammes par hectolitre, 4 résidus sont encore détectés dans les vins, dans le vin, mais 3 sont totalement éliminés et 2 sont partiellement éliminés. Et si on quantifie ou si on fait la somme des résidus quantifiables dans ce vin, on a un abattement global de 67% de la concentration initiale de pesticides présents dans le vin non traité. 2 autres exemples issus d'essais réalisés sur des vins suisses. Alors l'histogramme de gauche vous présente l'impact de ce traitement, toujours à une concentration de 200 grammes par hectolitre sur un vin de Gamay et un vin d'Oumagne. À chaque fois, systématiquement sur cet histogramme, la barre de gauche représente les témoins et la barre de droite les vins traités. Et sur la droite de la diapo, vous avez des résultats sur des vins blancs de petites arvines
Et comme vous pouvez le voir, sans rentrer trop dans les détails, ces fibres végétales, elles permettent donc une élimination conséquente des résidus de produits phytosanitaires qui ont été détectés dans ces vins. Alors au-delà des résidus phytosanitaires, je voulais aussi vous présenter, des résultats de l'aptitude, enfin de la capacité de ces vins, enfin de l'impact excusez-moi, de ces fibres végétales sur la couleur des vins, avec 2 exemples. Sur la gauche de la diapo, des résultats issus d'un essai sur un vin rouge de Bordeaux, sur lequel on a appliqué ces fibres végétales à 2 concentrations, 100 grammes par hectolitre ou 200 grammes par hectolitre. Et le premier histogramme vous présente l'impact sur l'intensité colorante modifiée de ce vin, et le deuxième sur l'indice de polyphénol totaux. Ce que vous pouvez voir, c'est que l'impact, de ce traitement est vraiment à ces doses très faibles sur ce vin. Le deuxième exemple, il est issu d'un essai réalisé sur un vin blanc du Gers, à nouveau à 2 concentrations, 100 grammes par hectolitre et 200 grammes par hectolitre. Et ces résultats, ils vous présentent l'impact du traitement en coordonnées Scilab, donc en coordonnées tridimensionnelles. Ce que l'on voit, c'est tout d'abord, si on s'intéresse au paramètre l'étoile qui représente la clarté du vin, on a une clarté qui n'est pas modifiée par le traitement. On a des valeurs constantes, quelle que soit la concentration appliquée lors de cet essai. Ensuite, si on s'intéresse aux paramètres A étoile et B étoile, qui respectivement vont représenter la composante verte, rouge du vin et la composante bleu jaune pour le B étoile, on va plutôt vers un éclaircissement du vin, mais qui est peu important, qui, si on chiffre cet impact via un calcul qui permet d'obtenir l'écart chromatique par rapport aux témoins de cet essai, on a une valeur qui est inférieure à 3, c'est ce que je vous ai mis ici, oh pardon, C'est moi, parce qu'il c'est bon, je suis en retard? OK. Bon, en tout cas, il n'y a pas d'écart de couleur entre les vins, et puis, je vais pas passer beaucoup de temps sur cette diapo également. C'était l'impact sur les arômes, et les arômes sont plutôt préservés. Sur la gauche, vous avez l'impact sur les thiols de ce vin blanc du Gers, et sur la droite, vous avez l'impact d'un traitement sur un gamay de Suisse, et c'est sur ces esters. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup d'impact du traitement aux incertitudes de mesure. Il y a pas d'impact sur ce vin. Voilà, donc pour terminer ma présentation, ce que l'on a pu voir au cours de ces quelques diapos, c'est que parmi les auxiliaires technologiques que je dirais plutôt classiques, seuls les charbons actifs vont être efficaces pour éliminer les résidus de pesticides présents dans les vins. Cependant, on a vu qu'ils pouvaient occasionner des dommages collatéraux et qui sont peu spécifiques des molécules phytosanitaires, et qu'une nouvelle solution pouvait être ces fibres végétales sélectives qui ont été validées en 2017 par l'OIV, qui actuellement sont les seules solutions commerciales du marché uniquement dédiées à l'élimination des résidus de pesticides pouvant être présents dans les vins, qui vont permettre de réduire le nombre et ou la concentration de résidus dans ces vins, qui sont particulièrement efficaces sur les fongicides et plutôt sur les molécules dites traçantes, qui sont respectueuses des vins, de leurs couleurs, de leurs arômes. Et je retiens à nouveau à insister sur ce point, c'est pas un outil universel et magique, c'est un outil qui va permettre une décontamination, mais en gardant en tête un usage raisonné des pesticides à la vigne et une vinification optimisée. Et enfin, pour finir la présentation, ces fibres végétales, je vous ai dit qu'elles étaient utilisables sur vin. Elles sont autorisées actuellement au cours d'une filtration, et notre travail du moment, c'est vraiment d'élargir le périmètre d'utilisation de cet auxiliaire de façon à donner aux praticiens le plus de flexibilité possible. Et donc, on s'implique beaucoup au niveau de l'OIV pour faire autoriser cette pratique, enfin modifier la pratique pour l'élargir à un usage sur vin ou au cours d'une filtration du vin, et également à un usage sur mou via une proposition de nouvelles pratiques œnologiques. Et sur ces 2 points, depuis le mois de mars, c'est en étape 3, donc on est sur la bonne voie. Et enfin, je voulais vous dire qu'on avait également utilisé ces fibres pour décontaminer des bains densimétriques de tribé, dont on sait que le contact avec le bain densimétrique va permettre une lixiviation des résidus de pesticides présents sur la baie, mais qui, à l'inverse, va aussi entraîner une concentration de ces résidus dans le tribé. Et voilà.
Et je vous remercie de votre attention. Voilà, je voulais juste vous dire que ces fibres maintenant, actuellement, elles sont commercialisées par la société Laforce sous la référence Flopure et que vous pouvez contacter vos services techniques et commerciaux pour avoir plus d'informations sur ce produit. Et je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup à tous. Est-ce qu'il y a des questions, Jimmy, sur cet exposé? Alors pour le moment, pas de questions, mais moi j'aurais peut-être juste une remarque à faire partager. Est-ce que donc vous avez parlé en fait d'utilisation en tant qu'adjuvant pendant les filtrations? Est-ce qu'il y a des recherches ou des essais pour l'utiliser en parallèle de procédés d'osmose? Alors, on n'en est pas encore à l'essayer en parallèle de procédés d'osmose. En microfiltration, en ultrafiltration, sans problème en tout cas. En osmose, on s'est pas encore penché sur la question. Voilà, bah, s'il n'y a plus de questions, on va passer à l'exposé suivant, qui est celui de M. Jean-Pierre Souchard, de l'Université de Toulouse. Alors, on va revenir un petit peu en arrière, qui va nous parler de l'incidence des cépages et des pratiques œnologiques. Voilà. Monsieur Souchard, vous avez la parole pour 15 minutes. Alors, par contre, il faut mettre votre micro. Monsieur Souchard, si vous m'entendez, il faut en bas de votre écran, il y a un petit micro qu'il faut activer. Qui me donnerait la main. Ah, ça y est, on vous entend cette fois-ci. D'accord. Bon, j'ai toujours un rectangle blanc avec conditions générales d'utilisation confirmées qui me bloque tout, donc je vois rien. Donc je vais ouvrir mon PDF et le faire à l'ancienne. Next slide, please. Oui, oui. Voilà. Vous êtes à diapo. C'est une horreur, mais bon, nous vivons une époque formidable. Voilà. C'est bon, vous avez la première diapo de mon PDF? Tout à fait, tout à fait. Ah, très bien. Bon, bah allez, on va vraiment le faire à l'ancienne, mais why not, mon capitaine? Vous avez Ok. Donc, je vais vous parler de quelques recherches et résultats qu'on a obtenus à Toulouse sur la composition phénolique, l'activité antioxydante et quelques activités biologiques et la présence de nutraceutiques en fonction des cépages et procédés de vinification. Essentiellement des résultats d'un projet région il y a 7 ans et puis de 2 thèses qui se sont déroulées au Liban et en Corée du Sud. Parce que le French Paradox est une hérésie pour beaucoup de gens en France, mais pas ailleurs dans le monde, et heureusement, parce que sinon, on ne pourrait pas travailler, avoir de l'argent pour payer les produits et les étudiants en stage. Donc, diapo suivante, s'il vous plaît. C'est fait, vous avez la deuxième. Ok, génial. Donc, on a travaillé au niveau du pouvoir antioxydant des vins et du French Paradox. Donc, qui dit pouvoir antioxydant des vins dit effet bénéfique pour la santé, surtout au niveau des maladies cardiovasculaires. Et puis aussi, d'un point de vue œnologique, si on a un vin qui est très, très antioxydant, ça augmente sa stabilité et ça permet de mettre beaucoup moins de soufre et de pouvoir mettre éventuellement sur la bouteille no sulfite inside, ce qui est très tendance. Troisième diapo, s'il vous plaît. C'est fait. Ok, génial. Alors, c'est juste un petit rappel sur le French Paradox. Parce que même si un certain Axel Kahn sur BFM TV il y a 15 jours l'a cassé en disant que c'était une ignominie, un scandale, bon, il y a quand même des publications scientifiques qui donnent quelques données. J'ai essayé d'appeler
pour avoir une sorte de droit de réponse, si on peut dire, mais bon, c'est comme au téléphone Sound, à chaque fois qu'ils en parlent du French Paradox pour le casser, j'arrive jamais à être auditionné. Donc, ça a commencé en 1990. Un docteur français, un chercheur à l'INSERM, a publié un premier papier en comparant les mortalités, les consommations de matières grasses d'origine laitière et la consommation de vin en fonction de pas mal de pays. Bon, là, j'en ai mis que 4 parce que c'est les plus significatifs et qui permettent de bien comprendre son hypothèse de l'époque. Alors, PR, c'est Portugal. FR, c'est nous. DK, c'est le Danemark. Et FIN, c'est la Finlande. Alors, vous voyez que mortalité de maladies cardiovasculaires, Danemark-Finlande, ils cartonnent bien, hein, 250-285 pour 10 puissance 5 habitants. Consommation de matières grasses, ils cartonnent bien aussi, comme nous, sauf que nous, on a à peu près 3 fois moins de mortalité. Et quand on regarde la consommation de vin, alors, eux, en ont aucune, et nous, on en a à peu près autant que le Portugal, mais bon, le Portugal, consommation de matières grasses d'origine laitière, ils sont 3 fois moins que nous, ou 4 fois moins que nous. Donc, c'est clair, il avait fait une première publication en disant, ben voilà, j'émets l'hypothèse qu'une consommation de vin modérée, bien sûr, peut expliquer ces résultats. Et donc, le French Paradox est ainsi apparu, mais French Paradox, c'est pas lui qui a inventé l'expression, c'est au cours d'une émission américaine, un peu genre l'émission d'Alice Lucet, hein, qu'on a chez nous, un certain Morley Safer, il a invité donc le docteur Renaud, et puis c'est lui, et avec d'autres journalistes américains, ils ont appelé ça le French Paradox, quoi. On meurt le moins de maladies cardiovasculaires, on consomme un max de matières grasses, et puis on consomme aussi pas mal de vin. Donc, ils ont appelé ça le French Paradox. Pourquoi paradoxe? Parce que par rapport aux Californiens de base, qui est beau comme un dieu, qui fait du sport et qui mange light, il y avait beaucoup moins de morts de maladies cardiovasculaires en France qu'aux États-Unis. Voilà. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. C'est fait, c'est fait. Génial. Alors là, c'est juste pour vous montrer quand même 2 résultats. Alors, des papiers là-dessus, il y en a plein. Alors, mais c'est juste pour vous montrer quand même des résultats scientifiques parus dans des revues de médecine avec des études épidémiologiques, quand même, n'en déplaise à ceux qui cassent le French Paradox. Et là, par exemple, vous avez sur… est-ce que vous voyez la petite main qui se promène? Non. Ah, zut. Alors, ok. Donc, vous avez sur la gauche une courbe que j'aime bien, qui a été publiée par le docteur Renaud en 1999. Alors, au départ, axe des Y, vous avez mortalité par cancer, par toute cause ou par cardiovasculaire problème, c'est-à-dire crise cardiaque, quoi, pour faire simple. Et puis, axe des X, pardon, vous avez la consommation de vin, d'alcool par jour. Et on a, alors ça, il y a plein de papiers qui ont montré les mêmes courbes. On a ce qui s'appelle des courbes en J, où on voit très bien que, alors là, en l'occurrence, pour une consommation de 2, 3, 5 verres par jour, on a une forte diminution du nombre de cancers, de la mortalité toute cause et mortalité par maladie cardiovasculaire. Et puis, bien sûr, au-delà de 5, 7 et 7, 12, on voit très bien la mortalité qui augmente. Alors, le groupe témoin a été amené à 1, ok, et donc, dès qu'on dépasse 1, c'est la toxicité de l'alcool. Bon, c'est enfoncer une porte ouverte de dire qu'à partir d'une certaine consommation, la consommation de vin ou d'alcool est toxique. Mais bon, ça a été publié quand même dans un très bon journal, le Lancet, je crois. Et puis un autre résultat qui est un peu plus récent, 2006,
C'est un Italien qui a publié ça. Alors, il a pris une douzaine d'études épidémiologiques. Il les a groupées ensemble. Il a fait un traitement statistique. Dans toutes ces études, il y avait bien sûr le groupe témoin abstinent qui ne buvait pas de vin et un groupe qui buvait de 2 à 3 verres de vin par jour. Il a fait ce qui s'appelle une méta-analyse. Ça faisait quand même 210 000 personnes, à peu près moitié-moitié hommes et femmes. Et il a montré, alors, par rapport au groupe témoin où la mortalité est ramenée à 1, il a montré que ceux qui consommaient du vin de manière modérée, le risque de mortalité passait de 1 à 0,7 à peu près. Et bien sûr, c'est que... Et bon, voilà. Alors, mais bien sûr, il y a du French bashing en ce moment pas mal, et depuis longtemps déjà, mais il y a aussi le French paradox bashing. Alors, je me suis permis de mettre cette petite diapo, la suite. Oui, vous l'avez. OK. Ou voilà ce qu'on trouve sur Internet, quoi. Alors, on trouve carrément sur Internet cette personne qui est une personne handicapée et un grand sage savant montre que désigne du doigt le verre, suggérant fortement que si cette personne est handicapée et a ce regard de débile, c'est à cause du vin. Alors, pour les cinéphiles, vous aurez tous reconnu un film des années 30 qui se passait au cirque Barnum, où il y avait des gens, comment dire, qui avaient certains handicaps et avant les lions, ça faisait le spectacle. Et puis on trouve ça aussi sur la droite là, deux personnes habillées en cosmonautes avec un verre. Alors carrément, le verre c'est du vin rouge. On a une tête de mort et c'est comparé au Roundup. Bon, trouvez l'erreur. Alors heureusement, on a des humoristes dans notre pays qui aussi sur Internet nous donnent quelques images qui nous donnent du baume au cœur. Alors la petite souris, là, l'alcool ne vous aide pas à résoudre nos problèmes, non. Ceci dit, l'eau et le lait, non plus. Et puis à droite, j'aime bien cette image où vous avez un Américain relativement obèse qui nous dit de faire attention au beurre en plus de ne pas consommer de vin, c'est clair. Nous n'avons pas la meilleure nourriture, que c'est complètement faux. Ok, donc dans le cadre du French Paradox, depuis quelques années à Toulouse, on a commencé à regarder l'activité antioxydante des vins en fonction des cépages. Vous avez passé la prochaine diapo? On a le prunelard, la négrette et le fer savado. Très bien, parfait. Alors, bien sûr, ça, c'est un travail qui a été effectué dans le cadre d'un projet région. Donc, bien sûr, on a pris des vins de cépages de la région qui s'appelait pas encore Occitanie. À l'époque, c'était la région Midi-Pyrénées. Donc, j'ai mis à 0 CS, c'est le Cabernet Sauvignon, voilà, de manière à pouvoir voir rapidement quels étaient les cépages qui avaient le plus d'activité antioxydante. Alors, on a utilisé 2 tests que vous connaissez certainement. Le test DPPH et ABTS, ce sont 2 molécules qui, quand elles réagissent avec des molécules qui sont antioxydantes, changent de couleur. Donc, ça permet très facilement de mesurer les IC50, c'est-à-dire la dose qui inhibe de 50% ces molécules et donc une activité antiradicalaire qui permet de classer les différents cépages. Et eh bien, ce qu'on voit, c'est que quel que soit le test, on a la même tendance, à savoir le PR, c'est prunelard, c'est un vieux cépage ancestral du Gaillacois. Donc le prunelard, FS, c'est fer servadou, NE, c'est négrette, dont la négrette, c'est le cépage emblématique du Frontonais. Fer servadou aussi, c'est un cépage de la région de Gaillac. Et donc, on voit très bien que ces 3 cépages sont les plus antioxydants. Voilà. Et le plus mauvais, c'est le gamay, qui est ici.
que vous avez à droite et à gauche sur l'histogramme. Le tanate, à notre grande surprise, TA, c'est tanate, ben, il n'est pas terrible, alors qu'on s'attendait à ce qu'il aurait eu une activité antioxydante forte, vu sa forte quantité de tanin. Et puis, vous avez le COT ici, CO, c'est le COT qui est pas très loin derrière les trois premiers. Voilà. Monsieur Souchard, il va falloir accélérer un petit peu parce que vous en êtes à la moitié de vos diapos et à 13 minutes d'exposé. D'accord. Il me reste combien de temps? 2-3 minutes, pas beaucoup plus, quoi. Hein. Ah, d'accord. Bon, excusez-moi. Mais déjà, mon institutrice disait à ma mère, Souchard, ça rime avec bavard. Hein. Bon, excusez-moi. Bon, je vais accélérer. Alors, après cette étude, on a essayé de faire des corrélations entre donc les cépages et puis les familles de molécules chimiques dans les vins. Et on s'est aperçu, bon, en faisant des analyses à composantes principales, que faire Cervadou et Négrette, c'était plutôt corrélé avec la présence d'anthocyanes et de flavonoïdes, et Code Prunelard plutôt corrélé avec soit polyphénol totaux ou soit les tanins. Allez, j'accélère. Alors ensuite, un travail qui a été fait, une thèse faite en Corée du Sud, mais il venait il venait 3 mois par an faire les manips. Regarder l'activité antioxydante. Alors bien sûr, là, on n'est plus avec, on est avec Vitris Lambrusca parce qu'ils ont que ça en Corée, cépage comme Belle, et on a regardé en fonction des macérations à chaud, à froid, préfermentaire ou post-fermentaire, si on avait des différences. Et effectivement, on a trouvé des différences. Et ce qui confère la plus grande activité antioxydante, eh bien, ce sont les macérations à chaud avant ou avant fermentation que vous avez ici. C'est le A3, B3 ou A5, B5 que vous avez sur cet histogramme. Voilà. J'ai changé de diapo. Ok. Ah, excusez-moi, oui, j'ai oublié de vous dire. Donc maintenant, alors, à partir du moment où on a trouvé que les macérations à chaud avant ou après fermentation conféraient une grande activité antioxydante, il a continué son travail, mais en enzymant ou en enzymant pas. Et alors, ça a été un peu une surprise. Très bonne corrélation avec anthocyanes, tanins, flavonoïdes, meilleure activité que vous avez sur la droite de l'ACP ici, mais que ça soit avec ou sans enzymage, on avait la même activité. Bon, ça a été assez surprenant, mais bon, quand j'aurais demandé s'ils avaient mis les enzymes après avoir vérifié que la cuve avait bien refroidi, j'ai eu comme un silence. Donc, comment ont-ils bossé, je ne sais pas, parce que c'est clair, s'ils ont mis les enzymes quand la cuve était encore à 70 degrés, bon, voilà, ça pourrait expliquer que les enzymes n'aient pas eu beaucoup d'activité. Mais là, je ne sais pas. Alors ensuite, on a regardé, dans le cadre de cette étude, la présence de certains nutraceutiques, c'est-à-dire des molécules bien connues et décrites depuis longtemps pour avoir des activités anti-inflammatoires ou anticancéreuses, comme la in vitro, bien sûr, sur culture cellulaire in vitro, comme la quercétine, l'acide caféique ou le resveratrol, qui est connu depuis 30 ans. Et on a regardé quelle pouvait être la répartition en fonction de l'ajout de tanins ou l'ajout d'enzymes ou pas. Et alors là aussi, résultat surprenant, l'ajout d'enzymes, vous l'avez sur la gauche, on n'a pratiquement pas de corrélation avec ces 3 nutraceutiques, même une corrélation inverse, puisqu'on est carrément sur la gauche de l'ACP, alors que l'ajout de tanins, qu'il soit hydrolysable, condensé ou mixte, on a une bonne corrélation. Alors le resveratrol, c'est plutôt les condensés, et puis la quercétine, bon, c'est plutôt les hydrolysables. Voilà. Donc l'ajout de tanins, quand même, est intéressant. Alors on a aussi fait une analyse sensorielle, parce que bon, si on a un vin avec plein de nutraceutiques intéressants et une bonne activité antioxydante, s'il est imbuvable, bon, on a tout faux, quoi. Donc on a fait une analyse sensorielle et ouf,
tout va bien. Le côté tannique, aromatique, overall, merde, ça veut dire quoi déjà harmonie et colle bien avec les vins obtenus après macération à chaud, pré-fermentaire ou post-fermentaire. Donc, ouf. Alors ensuite, bon là, vous allez me dire, j'ai même plus 30 secondes. Oui, presque. Bon alors je vais aller très très vite là. Alors ça c'est une thèse qui s'est effectuée au Liban, mais pareil, elle venait 3 mois par an faire les dosages à Toulouse au labo. Alors ils ont comparé, alors ils ont travaillé eux sur la Syrah. Alors ils ont comparé. Alors là, ce premier histogramme, il compare les vins et les mous. C'est-à-dire qu'ils ont fait des extractions, ils ont regardé différentes activités. Alors toujours ABTS, DPPH, activité antioxydante. Antilox, c'est un enzyme impliqué dans les mécanismes inflammatoires. Alpha-glucosidase impliqué dans le diabète et anti-CHE impliqué dans la maladie d'Alzheimer. Et puis là, vous avez deux HCT, c'est des cellules cancéreuses du côlon en culture, et MCF7, cellules cancéreuses du sein. Et on a regardé toutes les activités en fonction des différents types de vins, de mous, et surtout en fonction de la température à laquelle avaient été portés les mous. Et on s'aperçoit qu'au niveau des mous, eh bien, c'est les mous à 70 degrés que je dis pas de bêtises, en pré-fermentaire, qui nous donne les meilleurs résultats, vu qu'on a des pourcentages d'émission de 80%. Voilà. Alors, ils ont fait pareil au Liban avec là maintenant les vins et pas les mous. Et alors là, surprise, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, ils ont toujours travaillé sur la Syrah et les meilleurs résultats sont obtenus pour les vins qui ont été macérés préfermentairement parlant, mais à basse température. Alors, ça peut paraître surprenant, mais bon, c'est comme ça, c'est les résultats. Voilà. Alors, peut-être que ça veut dire que certaines molécules intéressantes sont thermosensibles. Bon. Voilà. Alors après, bon, ils ont fait différents effets de collage, mais bon, j'en parle pas, parce que là, il me reste plus que 2 secondes. Voilà, je conclue. Donc, vers un vin idéal, alors pour ce qui est des cépages ancestraux de Midi-Pyrénées, bon, apparemment, c'est Prunelard et Ferservadou qui tiennent la corde. Alors, quand même, d'une manière générale, la macération à chaud et sans enzymage semble donner les meilleurs résultats en termes d'activité antioxydante et présence de certains nutraceutiques en mettant des tanins. Mais attention, ces manips, elles ont été faites avec, enfin les vins ont été faits avec Vitis lambrusca et cépage Campbell. Et puis la Syrah semble donner le meilleur résultat après une macération plutôt à froid. Bon, voilà, c'est comme ça. Peut-être que certains produits sont vraiment thermosensibles. Mais de toute façon, il faudrait refaire toutes ces manips avec les cépages de chez nous, quoi, ne serait-ce qu'avec avec le Cabernet Sauvignon et en fonction des différentes techniques de macération que vous utilisez à Bordeaux, quoi, et en fonction des intrants que vous utilisez aussi, soit pour les vinifs ou soit même les intrants que vous utilisez en viticulture. C'est multiparamétrique, quoi. C'est vraiment multiparamétrique. Et donc, il faudrait refaire tous ces types de vins pour cribler les activités antioxydantes et biologiques et rechercher des corrélations entre ces activités, les cépages, les procédés, la composition chimique et les nutraceutiques. Et un petit clin d'œil pour Bordeaux quand même. Je vous remercie de votre attention et je sais pas quand on va avoir un Bègle Bordeaux-Toulouse, mais j'espère qu'on sera sorti de cette situation de merde de Covid pour aller le voir en direct au Stadium de Toulouse. Merci, Monsieur Souchard. Parabole rugbystique. Je crois qu'il y a un sondage que Zimi a mis en ligne.
Donc, vous pouvez Oui, effectivement, j'ai pas pu m'empêcher de faire un petit sondage et la question c'était combien de verres consommez-vous quotidiennement? Alors, il n'y a pas encore eu beaucoup de réponses, mais actuellement, donc 38% des personnes, ça a changé là en direct, 40% donc des personnes ont répondu 1 à 2, 30% ont répondu 0 et on a 30% qui ont répondu plus. Donc sans préciser, voilà. Donc ça c'est la petite aparté sur la consommation quotidienne des œnologues et on a donc une réaction que je vais vous faire partager, Monsieur Souchard. C'est Corinne qui nous dit, alors qui cite Yves Laurie et qui a priori parlait en fait de l'activité antivirale des tanins. Alors est-ce que vous pouvez réagir là-dessus Non, quel est votre avis? j'ai aucun avis et j'ai même pas fait de biblio là-dessus. L'activité antivirale des tanins, non, je suis désolé. Il faudrait faire la biblio, taper tanin, antiviral activity sur certains sites pour avoir les papiers, les publications scientifiques qui sont sortis là-dessus. Je n'ai aucune idée là-dessus. Je suis désolé. Non. Je me suis arrêté, moi, aux activités anti-inflammatoires, anticancéreuses, anti-Alzheimer et antioxydantes. Voilà. Eh bien, merci Déjà un beau travail. de ces éléments. Nous allons passer maintenant la parole à l'équipe d'Adelph pour revenir au sujet de la RSE, parce qu'il y a toute la gestion des déchets notamment. Donc, je vous laisse la parole maintenant à vous trois, puisque vous êtes trois à intervenir. Vous avez 15 minutes comme vos collègues. Merci. Merci beaucoup. Alors bonsoir à tous, donc je suis Pauline Tabourel, responsable développement vin et spiritueux au sein d'Adelph. Ce soir, je suis accompagnée d'Alix Legrand et Sarah El Saïd, qui sont nos experts éco-conception dédiés à la filière VES. Et ce soir, on vous sort un petit peu de la partie technique Viti, Vini. On va plutôt se tourner vers l'emballage. Et surtout vous apporter des premières notions d'éco-conception et des bonnes pratiques pour pouvoir réduire l'impact environnemental de vos emballages. Et tout ça, bien sûr, en résonance avec la présentation de Linda et la norme ISO 26000. Je vous remets un petit peu dans le contexte cette présentation et notre société. Nous, on s'appelle Adelph. On est un éco-organisme agréé par les pouvoirs publics d'intérêt général et à but non lucratif. Donc nous, on récupère via la loi inscrite au Code de l'environnement qui s'appelle la REP, la responsabilité élargie du producteur, qui dit que tout metteur en marché doit contribuer à la fin de vie de ses emballages. Donc vos sociétés, je l'espère, contribuent sûrement à cette REP. Et donc nous, on récupère les contributions des entreprises pour les réinjecter dans le dispositif de tri, collecte et recyclage pour gérer tous ces emballages ménagers. Et donc, c'est ce que vous connaissez communément, les poubelles jaunes, les camions de collecte et les centres de tri. Et donc, afin de réduire justement l'impact environnemental de ces déchets, on travaille et on accompagne les entreprises sur des sujets d'éco-conception. Et donc, je laisse la parole à ces dames pour vous donner des éléments supplémentaires. Merci Pauline. Déjà, merci de nous accueillir. Et je pense que vous n'avez pas forcément attendu cette soirée pour savoir qu'un emballage optimal doit répondre déjà à un nombre énorme d'enjeux, donc des enjeux réglementaires, les attentes du consommateur, des enjeux économiques, de marketing, et puis bien entendu, de répondre à des schémas logistiques et de distribution optimaux. Et dans le cas des produits alimentaires, ces enjeux sont particulièrement accrus en raison du caractère sensible de la denrée, donc au niveau de la sécurité des consommateurs, qu'en termes de conservation de la propriété organoleptique du produit qu'il va acheter. Et donc en fait, qu'est-ce que l'éco-conception dans tout ce contexte-là? C'est tout simplement, entre guillemets, parce qu'on sait que ça peut être assez compliqué, le fait de développer un emballage qui réponde à tous ces enjeux en intégrant en plus la question des impacts environnementaux et en tentant d'innover pour les réduire.
Donc, comme ce n'est pas toujours simple de rajouter cette composante environnementale sur une liste d'exigences très chargée, donc nous, à Delft, en tant qu'éco-organisme sur cette filière-là, on tâche de vous accompagner au quotidien dans ce travail. Donc, en ce qui concerne les axes stratégiques, donc ça va être une assez courte introduction parce que malheureusement, on ne va pas avoir le temps de rentrer dans tous les détails. Comment éco-concevoir? En fait, je pense que je vais perdre la moitié de l'assistance en disant ça aussitôt maintenant, mais c'est une slide à retenir de la présentation et c'est vraiment celle-ci qu'il faut retenir. Parce que quand on travaille avec nos clients, que ce soit lors des formations, d'ateliers ou lors de diagnostics d'éco-conception, on insiste vraiment sur ces 4 actions clés parce que ça va structurer l'essentiel des stratégies d'éco-conception qu'on peut accompagner. Donc, il y a la réduction, qui peut passer par le réemploi, par exemple, mais qui ne concerne pas tous les secteurs d'activité, mais également l'usage de moins d'emballages ou encore l'allègement de ces emballages-là. Il y a le deuxième point sur l'amélioration de la recyclabilité, avec des notions qui parfois sont très techniques, parce que ça concerne toute une chaîne industrielle, toute une chaîne de valeur avec des enjeux parfois contradictoires, et qui représente aussi une grosse attente du consommateur aujourd'hui, et qui constitue aussi le cœur de notre intervention, le cœur de notre sujet aujourd'hui. Parce que quand on parle d'éco-conception d'emballage, forcément, cette fin de vie et ce recyclage est vraiment crucial. Sur le troisième point, donc, qui est l'origine de la matière, où on va vraiment effleurer cette notion-là, plutôt avec des exemples, c'est la question de l'incorporation, par exemple, de matériaux recyclés, de matières issues de ressources durablement gérées, et plus globalement, de travailler sur l'origine de la matière. Et en dernier axe, qui n'est pas le moins important, c'est la question de la sensibilisation du consommateur au geste de tri. C'est vraiment la clé de voûte de toutes les mesures d'éco-conception, parce qu'il est vraiment important que le citoyen comprenne son rôle pour boucler la boucle. Donc en fait, on associe le geste de tri à l'éco-conception parce qu'il faut vraiment s'assurer que l'emballage, que ce soit par son design ou les bonnes informations communiquées, arrive au bon endroit pour être recyclé. Et aujourd'hui, comme c'est vraiment un sujet très spécifique et qu'on se concentre sur la question de l'éco-conception, plutôt sur les deux premiers axes, tout ce qui est geste de tri, marquage impact ne va pas du tout être abordé. Mais sachez que nous, à Delft, on propose de nombreuses ressources sur ces thématiques, de nombreux accompagnements, donc n'hésitez pas à revenir en cas de besoin sur ces points spécifiques. Peut-être juste en introduction, pour mettre aussi un peu un contexte, donc la loi AGEC, dont vous avez entendu parler très certainement, cette fameuse loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, elle va très certainement vous concerner, et c'est aussi pour ça qu'on intervient, parce qu'il y a vraiment 2 points cruciaux qu'on voulait vous rappeler ou dont on souhaitait vous informer. C'est que cette loi, en fait, va introduire des obligations. Et dans ces obligations, il y a la question du déploiement d'un plan d'éco-conception et de prévention de l'usage de certaines ressources à l'échelle d'une entreprise. Et c'est un véritable plan global avec un objectif très fort d'amélioration continue. Donc c'est un plan qui doit être soit individuel, soit commun à plusieurs producteurs, qui doit mettre en place et définir des objectifs en termes d'action de prévention et d'éco-conception, et qui sera révisé tous les 5 ans. Et dans ce contexte-là, nous, en tant qu'éco-organisme, on peut vous aider à établir un plan commun. Donc c'est aussi pour ça qu'on est là pour un peu préparer le terrain et vous informer qu'on va y travailler, et que si c'est des choses que vous souhaitez voir avancer, c'est des choses avec lesquelles on peut avancer avec vous. Et donc là, en entrant dans le vif du sujet, sur la question du premier axe d'éco-conception qu'on préconise, la réduction. Donc, ce point de l'allègement, en fait, ça vise à répondre à une principale question. Suis-je en état d'efficacité matière? Est-ce que je mobilise de façon optimale un matériau d'emballage pour le produit que je dois protéger et transporter? Il y a plusieurs axes qu'on peut préconiser pour la réduction, notamment la diminution de l'épaisseur, l'optimisation des dimensions, supprimer un élément d'emballage. Bon, le dernier point vous concerne un peu moins parce que concentrer le produit, c'est peut-être plus compliqué pour vous. Mais dans le cas du vin, en fait, on va parcourir des exemples concrets un petit peu plus tard. Mais par exemple, dans l'optimisation des dimensions, ça peut être l'optimisation de la hauteur de certains croisillons, qui peuvent parfois être sur toute la hauteur de la caisse, alors qu'ils pourraient être ajustés sans risque pour le produit. Sur l'épaisseur et le design, donc là aussi, c'est un levier qui est très important pour beaucoup de matériaux, mais en particulier pour le verre, parce que depuis la création de la filière de responsabilité élargie des producteurs dans les années 90, on a vu de très forts progrès. Donc sur la bouteille bordelaise, par exemple, on a vu des producteurs qui ont allégé leur bouteille de près de 25%, en la faisant passer de 550 grammes à 440 grammes, donc une économie en termes d'équivalent CO2 qui représente 100 grammes d'équivalent CO2 par bouteille. Et si on le traduit en grandeur qu'on connaît bien, ça va être les émissions d'une voiture sur 1 km, donc c'est non négligeable. Et sur des volumes de vente importants, ça peut vite représenter des milliers de tonnes de verre économisés. Et au-delà, bien entendu, des gains économiques et environnementaux, ça permet aussi d'améliorer la palettisation, d'augmenter le nombre de bouteilles par palette.
Donc voilà, c'est vraiment une introduction à ces aspects-là. Et si une partie, on va dire, du travail d'éco-conception des emballages réside dans la réduction du poids, l'enjeu de la recyclabilité reste quand même très important, parce qu'il y a des éléments qui peuvent être fortement impactants et c'est nécessaire de vous aider à les identifier. Et donc, là, sur le verre, on connaît quand même assez bien ce matériau depuis plus de 30 ans, et même avant, la collecte se faisait correctement et son recyclage se faisait plus que correctement. Sauf qu'avec l'émergence de nouveaux types d'emballages, pas toujours en verre et qui vont unir parfois plusieurs matériaux, comme des plastiques, des cartons et d'autres matériaux, l'enjeu de la recyclabilité devient de plus en plus important, même pour le secteur du vin. Et donc, pour ça, je vais passer la main à Alix, qui va vous introduire ces notions-là et qui va vous présenter notamment comment arbitrer, voilà, quels sont les grands principes d'arbitrage entre différentes solutions. Exactement, merci Sarah. Bonjour à tous. Alors effectivement, on va parler de ce qu'est donc de la notion d'évaluation de la recyclabilité d'un emballage. Donc, qu'est-ce qu'on entend quand on parle d'évaluer la recyclabilité d'un emballage? Donc, c'est tout d'abord regarder donc, quel type d'emballage on parle. Est-ce que c'est une bouteille? Est-ce que c'est une caisse? Est-ce que c'est un bib? Ensuite, dans un deuxième temps, c'est identifier s'il y a une filière qui est mise en place pour cet emballage. Et enfin, c'est d'assurer qu'aucun élément associé à cet emballage ne va impacter les process de tri et de recyclage de la filière. Donc pour illustrer un petit exemple d'une bouteille en verre, donc l'élément principal est la bouteille en verre. Et ensuite, donc, pour les éléments associés, on a donc, un système de fermeture qui peut être donc, du bouchage, une capsule, etc. Ensuite, des étiquettes, de l'encre et de la colle, évidemment. Donc pour évaluer la recyclabilité, hop, la slide suivante, qu'est-ce que je fais? Dans un premier temps, j'identifie si mon emballage a une filière de recyclage. Donc le verre, donc sodocalcique, qui est utilisé pour les bouteilles, ici a effectivement une filière de tri et de recyclage. Donc c'est nickel. Et ensuite pour les éléments associés. Donc là, je dois vérifier pour la filière du verre si par exemple, est-ce que mon système de fermeture ne contient pas de métaux non magnétiques? Ou est-ce que mes étiquettes ne sont pas ultra adhésives? En effet, ces deux éléments en fait peuvent être considérés comme perturbateurs de la filière de recyclage et donc problématiques. Pour ensuite parler donc de l'arbitrage, comment fait-on pour arbitrer entre deux solutions? Donc, lorsque vous entrez dans une démarche de conduite d'arbitrage, donc vous avez un projet qui est structuré, vous avez identifié les fonctions essentielles et les contraintes pour le couple produit-emballage et fixé des objectifs pour réduire votre impact. Et là, votre choix d'alternative, il sera pragmatique. C'est important d'être factuel parce que ça vous permettra de justifier en fait le choix que vous avez envisagé et c'est ça, et d'envisager une amélioration future en fait sur du long terme. Dans tous les cas, lorsqu'on fait un arbitrage entre deux solutions, il faut le faire donc à isofonctionnalité, c'est-à-dire qu'on utilise des quantités de produits qui sont similaires pour une utilisation, pour une même utilisation. Donc par exemple, un nombre de lavages pour le même nombre de lavages pour une lessive, par exemple. Deuxième point, en prenant en compte l'ensemble du cycle de vie. Et troisième point, en utilisant une approche qui est multicritère. Donc, pour arbitrer entre deux solutions, vous avez essentiellement deux méthodes. Donc, la première méthode, c'est une analyse basée sur les axes stratégiques d'éco-conception qu'on a vu précédemment avec Sarah, donc comme la réduction, le réemploi, la recyclabilité, etc. Et là, on va pouvoir utiliser cette méthode lorsqu'on ne change pas de matériaux. Donc, par exemple, qu'on passe d'un emballage qui est non recyclable à un emballage qui est recyclable. Car en fait, on réduit les impacts sur une étape de vie, l'étape de fin de vie qui est une étape importante. Ensuite, lorsqu'on veut changer de matériaux d'emballage, ou alors dans certains cas de transformation où on a des doutes, il est préférable d'utiliser ce qu'on appelle une analyse type ACV, donc analyse de cycle de vie. Alors, dans l'idéal, à chaque fois qu'on change une solution d'emballage, il faudrait passer par une ACV, mais dans les faits, c'est une étape qui est très chronophage, donc on ne le fait pas toujours. Il s'agit de bien comprendre ici en fait que c'est important d'utiliser une ACV, notamment quand on change de matériaux d'emballage. Et pour vous aider à passer à l'action, Citeo et Adelph vous proposent des outils en fait qui sont accessibles. Des outils qui sont accessibles totalement libres. Donc les outils sont Tri, Fil et Bi. Et ils peuvent vous aider dans vos démarches d'éco-conception. Alors l'outil Tri, qui est en cours de refonte en ce moment, mais qui sera prêt d'ici peu,
il permet d'évaluer le taux et le niveau de recyclabilité des emballages. Pour ce qui est de l'outil Fil, alors ce qui est très bien, c'est qu'il est idéal pour si vous commencez, en fait, si vous êtes débutant sur les sujets d'éco-conception. Et cet outil permet en fait de faire des diagnostics emballage et de formaliser un plan d'action. Vous pouvez aussi le prendre comme une sorte de témoin. En fait, il vous permet de vous poser les bonnes questions à se poser donc, dans le cadre d'un projet d'éco-conception. Et enfin, on a l'outil BI. Lui, il a été conçu en cohérence en fait, avec la démarche d'ACV, analyse de cycle de vie. Et en fait, c'est un outil qui porte sur la solution d'emballage dans sa globalité, c'est-à-dire aussi bien l'emballage ménager que les emballages de regroupement et de transport. Et il permet d'effectuer un bilan sur 5 indicateurs d'impact potentiel, donc ce qui est très intéressant. Il permet de comparer des solutions et en fait d'identifier des pistes d'amélioration qui sont proposées par l'outil lui-même. Pour cet outil d'ailleurs, il y a 2 webinaires qui sont disponibles en replay si vous voulez réussir à prendre la main dessus, qui sont disponibles sur les plateformes. Et enfin, si vous avez des questions sur des projets d'éco-conception ou des questions plus spécifiques tout simplement, vous pouvez tout à fait nous contacter à l'adresse mail qui est juste sur la droite de l'écran, ecoconception@adelph.fr. Et maintenant, je vais repasser la main à Sarah pour qu'elle vous parle des bonnes pratiques. Merci Alix. Et effectivement, donc, on vous a présenté un extrait très court des ressources qu'on propose, mais sur le portail client de nos clients, du coup, il y a énormément de ressources, des fiches réflexes sur comment évaluer la recyclabilité de son emballage, mettre en place sa stratégie, et qui sont très utiles pour développer ces projets-là. Avant de passer sur des questions de bonnes pratiques et les exemples, je pense que vous l'avez compris aussi et vous n'aviez pas attendu notre intervention pour ça, mais l'éco-conception, c'est une question de compromis entre les fonctions attendues, les contraintes réglementaires, les attentes des clients. Et c'est vrai que, notamment sur ce dernier point des attentes clients, dans le secteur des vins et spiritueux, on s'aperçoit que c'est compliqué de casser les codes de l'emballage parce qu'on craint de perdre le client parfois. Mais nous, donc, en tant qu'éco-organisme, on réalise aussi des études shopper et des enquêtes consommateurs, donc parfois généralistes et parfois orientées luxe. Et on s'aperçoit qu'en fait, l'éco-conception et le caractère environnemental de l'emballage ou du produit prend de plus en plus d'ampleur dans le choix du client. En tout cas, ces dernières années, on le constate. Et des actions qui semblaient inenvisageables il y a 5 ou 10 ans peuvent désormais vraiment être totalement bien perçues, voire totalement acceptées et demandées par le client, notamment sur le poids des bouteilles, sur le décor des étiquettes. Et on s'aperçoit qu'en fait, il est tout à fait possible de concilier un aspect premium et l'éco-conception. Et par exemple, on a mené une étude shopper luxe qui a fait ressortir que, certes, pour 57% des consommateurs, un emballage luxe, c'est un emballage qui est raffiné, qui est joli, mais c'est aussi un emballage sobre pour un tiers des répondants. Et on s'aperçoit aussi que pour un tiers des répondants, l'emballage conçu avec une préoccupation environnementale est associé à un emballage luxe. Donc, c'est quelque chose qui prend beaucoup d'ampleur. Et à l'inverse, quand on reprend les questions de conception et d'allègement, on voit qu'à contrario, seulement 5% des répondants ont considéré qu'un emballage luxe était un emballage lourd ou avec du volume. Voilà, c'est peut-être pour vous mettre un petit peu voilà, une base pour vous présenter ce qu'on va illustrer ici. Donc, dans les bonnes pratiques, Alix vous en a présenté déjà très rapidement tout à l'heure. Et finalement, sur la bouteille en verre, ce qui va se poser dans le monde des vins, c'est, voilà, on n'a même pas pensé le présenter sur la slide, mais c'est la question du type de verre. Donc, c'est du verre pseudo-calcique, parce que tout autre verre ne pourra tout simplement pas être recyclé, voire perturbateur. Et on va également être vigilant par rapport à la... Oui ? Il ne vous reste plus que 2 minutes et vous avez encore... 2 minutes. Ah bah alors je vais aller très vite. Donc je vais aller très très vite. Bon, sur la bouteille en verre, peut-être qu'on ne va pas rester très longtemps là-dessus, mais disons que sur les éléments associés, les étiquettes par exemple, éviter les étiquettes intégralement collées sur le corps de l'emballage ou qui prennent une grande surface parce que le risque de perdre de la matière est important en fait. Au niveau du recyclage du verre, chez les recycleurs, il faut avoir des étiquettes qui puissent se retirer par friction. Et donc en fonction de la colle qui est utilisée, on peut avoir des difficultés. Et on a actuellement un groupe de travail avec le CETI pour évaluer ce qu'est une étiquette qui n'a pas ce caractère ultra-adhésif. Pour les systèmes de fermeture, pour le vin, on retrouve essentiellement du liège. L'idéal, ce serait de travailler sur des matières issues de ressources durablement gérées, donc dans le Cystécone, par exemple. Pour ce qui est des capsules, on rencontre beaucoup l'aluminium, mais on lui retrouve également associé le PVC, qui est une résine associée pour ces capsules pour lui donner une bonne déchirabilité et un bon thermoformage. Malheureusement, le PVC, lors du recyclage, va être chauffé et générer des dioxydes et de l'acide chlorhydrique qui peut dégrader l'outil industriel. Donc là aussi, on a développé un appel à projet pour essayer d'identifier des alternatives.
sur un autre emballage emblématique sur lequel je vais passer assez rapidement, et Linda Filon l'a évoqué tout à l'heure, et on l'en remercie, c'est qu'on a piloté pendant environ 2 ans un groupe de travail sur le bag-in-box et son éco-conception. Et ce groupe de travail visait à identifier, avec les producteurs d'emballage, les producteurs de vin, les distributeurs et d'autres partenaires techniques, les principaux points à avoir sur un bag-in-box pour favoriser et maximiser sa recyclabilité. Et dans les principaux points à retenir aujourd'hui, il y a le fait d'opter pour une résine recyclée en France aujourd'hui avec une barrière compatible et non perturbatrice. Et notamment, le PE-EVOH est apparu comme la meilleure option. Et à l'inverse, les options en PET métallisé et en nylon ne sont ni recyclables, ni compatibles, voire perturbatrices. Et puis, il y a toutes les notions de réduction de l'usage de matière, de robinet court, etc. Donc, sur ce point-là, on ne va pas s'attarder, mais on vous fait un condensé aujourd'hui. Et les résultats et publications du GT sont imminents, donc on espère pouvoir vous les partager dans les prochains mois, et on vous tiendra au courant. Et en allant très vite, on a quand même voulu vous mettre 3 exemples d'actions un peu emblématiques, et on a notamment Terre Secrète qui a travaillé sur le poids de ses bouteilles, avec une réduction de 65 grammes de sa bouteille, ce qui représente quand même quasiment 15% du poids rapporté à l'UVC, et ce qui représente une économie de 16% d'émissions de CO2 lors de l'étape de la production de la bouteille, donc ce qui n'est pas négligeable. On aime bien également mettre en avant le cas de la maison Giffard, avec lesquelles on a travaillé, et qui, depuis des années, travaillent sur l'allègement et l'éco-conception de ces bouteilles. Donc, ils avaient déjà entamé une démarche d'allègement il y a quelques années, en réduisant le poids de 10%, et on les a accompagnés à travers un diagnostic, parce qu'on propose des diagnostics, et on finance des diagnostics d'éco-conception, pour identifier ces axes de réduction, et dans un process d'amélioration continue, ces possibilités de réduction complémentaires ont également été identifiées. Et ils ont également travaillé sur la réduction de la taille et de l'épaisseur de leur étiquette, ce qui permet d'éviter ces fameux risques de perte process chez les verriers. Et enfin, le dernier exemple, qui également a été suivi par Adelph. Donc ici, c'est une action très ambitieuse, et quand on parlait de casser les codes, c'est totalement ce qui a été fait par Chateau Brown. Donc après avoir réalisé des évaluations environnementales avec l'outil BI qu'Alix vous a présenté il y a quelques minutes, Chateau Brown a décidé de passer de la caisse bois, sans filière de recyclage et qui pesait à peu près 1,7 kg à vide, à une caisse en carton, disposant donc d'une filière de recyclage, car ça fait partie des matériaux recyclés, d'environ 600 grammes. Et donc cet allègement a représenté une très forte réduction de l'impact environnemental du produit, et forcément plus de simplicité au niveau de la logistique, du transport, et également du coût de l'éco-contribution. Donc voilà, en résumé, on a tenté en 15 minutes de vous faire un topo sur 30 ans d'action d'éco-conception d'Adelph et Citeo. Donc l'exercice est un peu difficile, mais on espère quand même vous avoir donné envie de revenir vers nous pour votre stratégie emballage ou pour un diagnostic éco-conception. Merci à toute l'équipe d'Adelph, Pauline, Sarah et Alix, pour cet exposé très complet. C'est vrai que le temps était limité. Je ne sais pas s'il y a des questions, Zimi. Alors, pour le moment, pas de questions. Par contre, là aussi, j'ai mis un petit sondage sur la question posée, c'était: avez-vous déjà mis en œuvre des actions d'éco-conception pour vos produits? Pour le moment, il y a 75% de oui et 25% de non. Voilà, pour le petit aparté. On a de bons élèves. Il n'y a pas de questions. Oui, vous voulez réagir peut-être? Est-ce que je peux apporter un complément? Oui, allez-y. Oui. En fait, donc on a eu la chance de collaborer souvent avec Adelph, et juste effectivement l'accent a été mis évidemment sur les impacts des emballages, mais il y a une notion qui pour une entreprise est quand même intéressante, c'est la réduction des coûts. Alors je voulais donner un exemple sur un domaine par exemple qui a eu la chance d'avoir un diagnostic Adelph il y a quelques années. À l'issue du diagnostic, sans rien changer à son process, sur les pistes de progrès qui ont été indiquées, ça permettait à l'entreprise de réduire l'impact de ses emballages de 92 tonnes, donc c'est un domaine qui produisait 1 million de bouteilles, et sa facture matière de 75 000 € par an. Donc ça peut permettre ce type de... Ouais, c'était très impressionnant, on en a conduit d'autres et on a des résultats tout aussi probants. Effectivement, donc on n'a malheureusement pas eu le temps de donner des exemples comme ça, mais quand on fait les bilans des diagnostics éco-conception qu'on accompagne et qu'on finance, en général, le gain est assez conséquent, que ce soit au niveau des économies achat matière ou au niveau même de l'éco-contribution. Merci beaucoup, Linda. Non, donc il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Bon, ben écoutez, nous allons devoir conclure en remerciant déjà tous les
les conférenciers de cette soirée, ainsi que ceux qui les ont précédés, les 2 sessions précédentes. On est un peu désolé d'avoir fait cette matinée de cette manière, mais c'était déjà pour rendre, disons, remercier les différents intervenants qui avaient préparé leur topo pour la matinée qui devait se faire en présentiel. Et on a trouvé ce moyen peut-être un petit peu difficile pour combler ce manque. Voilà, alors merci encore à tous. Vous retrouverez les 3 sessions sous forme de vidéos sur YouTube. On vous fera passer les liens pour retrouver les différents exposés. Merci encore à tous et bon vent et bon milieu pour les producteurs. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.